Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire dans le cadre de la concertation sur la modification numéro 4 du plan local de l'urbanisme et de l'habitat de la métropole. On a eu une première rencontre lundi sur la mixité sociale et l'implantation des activités économiques dans la métropole. Et ce soir, nous allons parler du développement des énergies renouvelables à travers le PLUH et puis l'adaptation des constructions au changement climatique. Avant de commencer, quelques petites règles entre guillemets de fonctionnement. Vous l'avez remarqué, vos micros sont coupés. On pourra les rallumer pour que vous puissiez intervenir directement si vous le souhaitez. On vous invite à laisser plutôt vos caméras ouvertes. C'est plus sympa pour nous et les élus présents de vous voir en même temps que nous discutons avec vous. Pour réagir, l'outil principal, ce sera le chat ou la messagerie en meilleur français. Il vous faut cliquer sur la petite icône sous forme d'une bulle qui est sur à droite en bas de votre écran et un panneau s'ouvrira. Les messages que vous postez, tout le monde, l'ensemble des participants les verront. Et puis une équipe est là pour les lire, les relayer, peut-être répondre directement à quelques questions simples et surtout apporter vos questions jusqu'aux élus. Si vous souhaitez vouloir la poser directement, il suffit de le préciser dans le chat et en fonction du temps que l'on aura, on pourra faire circuler la parole plus ou moins. Et puis, si certaines questions ne trouvaient pas de réponse ce soir par manque de temps, n'hésitez pas à aller sur la plateforme jeparticipe.grandlyon.com pour la poser dans le cadre de la boîte à questions qui est ouverte, de manière à ce qu'elle soit bien enregistrée dans le cadre de la concertation. D'ici 20h, 20h30, on vous propose d'avoir un temps d'échange en plusieurs parties. Béatrice Vessillier, vice-présidente à l'urbanisme et au cadre de vie, va nous introduire très rapidement ce qu'est un PLUH et pourquoi une nouvelle modification aujourd'hui. Et puis après, on traitera successivement les deux sujets. Et Laurence Beaufet, que j'ai déjà oublié lundi, elle va finir par m'en vouloir, qui effectivement nous expliquera le cadre de cette concertation et tous les outils que vous avez pour y contribuer. Et puis après, on rentrera assez rapidement dans le vif du sujet avec deux temps d'échange. Un premier sur l'augmentation de la production d'énergie renouvelable à travers les dispositions de la modification numéro 4 du PLUH. Et puis un deuxième temps sur le bioclimatisme dans l'aménagement. On vous expliquera un peu mieux cette notion. Et avec Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président au climat et à l'énergie, qui est connecté à distance, pour nous apporter ces éclairages. Je me tourne vers vous, Béatrice Vessillier, pour premiers éléments sur qu'est-ce qu'un PLUH. Bonsoir à toutes et tous et merci d'être connectés pour suivre cette deuxième réunion en visio pour discuter, échanger avec nous sur la modification numéro 4 du plan local de l'urbanisme et de l'habitat. Rappelez peut-être d'abord en deux mots ce qu'est cet outil. C'est un outil très important à l'échelle de la métropole de Lyon pour définir la vision d'aménagement et de l'urbanisme et donner les règles surtout de construction, de réhabilitation du bâti et fixer les objectifs également en matière de production de l'habitat. Donc, on a fait une modification numéro 3 il y a peu de temps, qu'on a approuvée en novembre dernier, où on avait l'objectif de renforcer les dimensions environnementales et sociales avec la question du logement et notamment du logement social dans notre PLUH. C'est le H de l'habitat. Là, l'ambition de la modification numéro 4, c'est d'aller toujours dans ce sens, de renforcer les enjeux environnementaux et sociaux, qu'on va décliner à travers 4 objectifs plus précis. D'une part, la contribution de l'urbanisme à ce qu'on appelle la décarbonation de l'aménagement. Donc, comment, à travers la fabrique de la ville et les autorisations d'urbanisme, on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables, favoriser la rénovation du bâti, mais aussi favoriser la protection de la nature en ville et les mobilités actives, au sens qu'elles contribuent aussi à décarboner les mobilités.
Deuxième grand objectif, poursuivre la politique de l'habitat, là encore en renforçant l'offre de logements abordables, de logements sociaux, avec un zoom sur les secteurs les mieux desservis en transport en commun. On en a parlé au dernier webinaire, on y reviendra très rapidement ce soir. Troisième objectif, accompagner le développement territorial pour intégrer des projets urbains qui ont mûri sur le territoire depuis la précédente modification, et notamment d'être ambitieux sur la question des activités économiques productives, l'artisanat, la petite industrie dans le tissu urbain, de favoriser, de permettre que le PLUH accueille des services et des équipements et de renforcer la protection du patrimoine bâti, voilà, dans les projets territoriaux. Et dernier objectif, poursuivre notre objectif de limiter l'artificialisation des sols en préservant les terres agricoles, les espaces naturels, et de limiter l'impact sur les ressources, notamment la ressource en eau. C'est un sujet qui est de plus en plus prégnant. Vous avez constaté, comme nous tous et toutes, qu'on est en alerte sécheresse depuis plusieurs semaines, que vraiment la question de l'économie de la ressource et de la réinfiltration des eaux de pluie est un enjeu majeur en ce moment et pour les années à venir. Donc il faut que le PLUH intègre encore mieux cette question-là et préserver toujours plus le patrimoine végétal existant, même s'il y a aussi l'objectif de le développer. Laurence Boffet, du coup, pour nous expliquer un petit peu le cadre de cette concertation et les outils à disposition pour y Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, on se situe sur cette modification 4 du PLUH dans une concertation préalable réglementaire qui se déroule jusqu'au 4 juin 2023. Vous avez bien sûr l'entrée par la plateforme de participation jeparticipe.grandlyon.com que tout le monde connaît bien maintenant. C'est par ce biais que vous avez réussi à vous connecter ce soir à l'un des 3 webinaires qui a lieu dans le cadre de cette concertation. Nous sommes sur le 2e. Le prochain aura lieu de mémoire le 11 mai. C'est ça. Et puis, pour compléter ce dispositif, vous avez la possibilité de remplir un questionnaire en ligne sur la plateforme, de mettre vos avis et contributions éventuellement plus longues également sur la plateforme. Et il y a également, comme nous sommes dans un cadre réglementaire, un dossier de concertation qui est téléchargeable en ligne, mais qui est aussi consultable sur papier à la métropole ou dans les 59 communes de la métropole. Vous pouvez du coup mettre des avis dans les registres dans les communes ou nous envoyer également des courriers papier à l'adresse qui s'affiche de la métropole. Donc voilà, un dispositif assez complet, assez habituel que vous connaissez également. Et n'hésitez pas en tout cas à mettre vos contributions. L'ensemble sert en réalité à faire un bilan qui s'intègre dans la modification et dans les autres planning plus développé de cette modification 4. En novembre, donc le bilan de cette concertation. En décembre, environ le dossier d'enquête publique qui est transmis aux personnes publiques et à l'autorité environnementale, par exemple l'État, la région et d'autres organismes complémentaires qui regardent ce document. L'enquête publique à proprement dite a lieu au printemps 2024 et l'ensemble des modifications sont soumises à l'issue de toute cette procédure à l'approbation du Conseil de la métropole en décembre 2024. Voilà, nous sommes donc très en amont dans un planning, somme toute assez contraint pour que tout le monde puisse contribuer. Merci. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions du coup sur le chat, sur la messagerie. Je vois qu'il y en a des premières, c'est très bien. Continuez. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet en passant peut-être la parole à Philippe Galpa-Bonaro. Alors peut-être oui. Juste, je me permets un tac au tac tout de suite par rapport à la question de Henri Jacot. La révision en cours du SCOT n'est pas directement liée à la modification 4 du PLU, hein, même si cette révision est en cours. Peut-être Béatrice, si tu veux compléter sur les procédures. Évidemment qu'il faut réfléchir finalement quand même à des choses communes, mais formellement, elles ne sont pas liées encore, on va dire.
Oui, le SCOT est en révision et il y a d'ailleurs une procédure de concertation qui est aussi en cours où vous pouvez vous exprimer. L'approbation du SCOT interviendra fin 2025, donc notre modification numéro 4 interviendra avant. Et bien évidemment, après, il faudra mettre en compatibilité le PLUH avec le SCOT après l'approbation du SCOT. Mais ça n'empêche pas que sans attendre une approbation de ce SCOT révisé, on fasse évoluer notre document d'urbanisme. Et d'ailleurs, un certain nombre d'objectifs de ce soir, de cette modification numéro 4, comme de la précédente, notamment en ce qui concerne la préservation des ressources, des espaces agricoles. On est bien dans l'esprit de ce qui est débattu dans la révision du SCOT. Très bien. Eh bien, nous allons rentrer dans le premier sujet, donc sur comment accélérer finalement la production des énergies renouvelables sur notre territoire grâce au PLUH. Donc posez vos questions dans le chat et nous les relayerons. N'hésitez pas à demander la parole également à travers le chat pour qu'on puisse vous ouvrir vos micros. Et puis s'il y a des questions qui sortent des thèmes de ce soir, c'est pas grave, n'hésitez pas à les poser également. On essaiera de garder un petit temps en fin de réunion pour pouvoir y répondre. Philippe Guelpa-Bonaro, est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien. Très bien. Eh bien, ça marche parfaitement, me semble-t-il. On vous passe peut-être la parole sur quelques éléments, un peu de cadrage et d'explication sur ces enjeux. Avec grand plaisir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire pour vous parler d'énergie. L'énergie, ce sur quoi il est important d'échanger, puisque sans énergie, nos vies seraient bien différentes, et il est essentiel donc dans le cadre de cette modif du PLUH, de discuter de comment on produit l'énergie, sachant que j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous se poseront peut-être la question, c'est avant de produire de l'énergie, il faut aussi se questionner sur comment on la consomme et comment on l'économise, comment on va réduire nos consommations d'énergie par la sobriété, par l'efficacité. Ça, ce sont des sujets qui seront abordés notamment dans le deuxième point sur le bioclimatisme de l'habitat. Là, je vous propose de nous concentrer sur ce troisième plan de la transition énergétique qui est la production, comment on produit et avec quel mix énergétique on avance tous ensemble dans les années à venir. La première slide que je vous propose, j'espère que vous la voyez, c'est sur la consommation et la production d'énergie dans la métropole de Lyon. Voilà, ces graphiques. Vous voyez sur la partie gauche la consommation de l'énergie qui est donc en grande majorité issue d'énergie fossile, gaz, hydrocarbures, essentiellement, encore un petit peu de fuel, certains endroits, et de charbon de façon très, très, très marginale. Et donc, il y a vraiment un enjeu à faire réduire cette grande barre grise et d'augmenter la barre verte qui est à gauche avec l'énergie renouvelable qui sera là de façon éternelle et relativement bon marché, en tout cas de plus en plus bon marché par rapport à l'ensemble des autres énergies. Vous voyez sur la droite la production d'énergie renouvelable sur le territoire en 2021, où on s'aperçoit qu'on a une grande partie d'hydroélectricité, avec notamment 2 retenues, 2 barrages qui sont sur Villeurbanne et sur Pierre-Bénite. Le Boénergie, qui est une énergie très, très, très fortement mobilisée, que ce soit à titre individuel par des particuliers, les cheminées, les bonnes vieilles cheminées qui sont encore très présentes, mais aussi avec des infrastructures beaucoup plus importantes comme les réseaux de chauffage urbain et des chaufferies qui sont très importantes, qui constituent presque un quart de notre production d'énergie renouvelable du territoire. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette slide, mais simplement rappeler qu'on produit sur le territoire 10% de ce qu'on consomme. Donc il y a vraiment un enjeu en termes de résilience du territoire à développer fortement sur notre territoire la production d'énergie renouvelable. Par quoi ça peut commencer ? Ça peut commencer par l'accroissement de la part d'énergie renouvelable et de récupération et en premier lieu, ce qui est gratuit, ce qui nous inonde chaque jour ou presque sur notre beau territoire, c'est la production d'énergie solaire. Quand on parle d'énergie solaire, on peut parler de deux types d'énergie, le solaire photovoltaïque et le solaire thermique, pour produire de la chaleur. Dans cette optique, on s'aperçoit que ne serait-ce que sur les toitures et les parkings, on a un potentiel théorique qui dépasse largement les 1000 gigawattheures par an, ce qui est énorme. Et donc, il y a sans doute un enjeu dans les documents d'urbanisme de favoriser la production d'énergie photovoltaïque ou solaire thermique, notamment sur les toitures des bâtiments, des nouveaux bâtiments, mais aussi peut-être des bâtiments plus anciens, et puis aussi profiter
des parkings ou d'autres terrains qui peuvent accueillir des panneaux solaires. Dans cette optique-là, on a pris un petit peu d'avance à la métropole de Lyon. On a voté en 2022 à l'unanimité le plan métropole solaire qui vise à multiplier par 4 dans les années à venir la production d'énergie photovoltaïque et atteindre donc 245 gigawattheures par an le plus rapidement possible, et puis aussi multiplier par 2, voire plus, la production de chaleur solaire par du solaire thermique et atteindre 50 gigawattheures par an en 2026. Le cadre réglementaire, là aussi, encore, nous y encourage avec la loi de mars 2023 qui vise à accélérer la production d'énergie renouvelable, notamment sur les toitures des bâtiments neufs non résidentiels, sur les toitures des bâtiments existants aussi non résidentiels, et sur les parcs de stationnement, dès lors qu'il n'y a pas des mesures précises d'ombrage avec des arbres ou d'infiltration des eaux par des surfaces perméables qui auraient été envisagées. On a encore beaucoup de parkings sur la métropole de Lyon qui sont très peu végétalisés, et c'est peut-être l'occasion d'installer des centrales photovoltaïques en ombrière de parking, ça s'appelle comme ça, pour multiplier la production d'énergie renouvelable. Donc le plan métropole solaire, il a été voté autour de 6 grands axes. Donc encourager l'implication citoyenne, où là il y a des programmes comme À nous l'énergie qu'on soutient à la métropole de Lyon pour co-investir dans des centrales photovoltaïques citoyennes et notamment sur des bâtiments publics. Massifier la production d'électricité photovoltaïque sur les sites métropolitains. Là aussi, on a des toitures. On a la toiture de l'hôtel de métropole qui est déjà équipée. On a des toitures de collèges, une dizaine de collèges qui vont être équipés dans les années à venir, dans les mois à venir, j'ai même envie de dire. Et on a aussi des terrains, des anciens centres d'enfouissement notamment, que l'on va solariser pour avancer sur ce sujet. On a l'autoconsommation collective qui est un sujet important en termes de résilience aussi, comment l'énergie qui est produite sur les toitures de vos villes, de vos centres-bourgs, de vos secteurs, peut être consommée au plus près des besoins. C'est un sujet qu'on a envie de pousser aussi, d'encourager. Et la loi a facilité les choses depuis mars 2023. Encourager aussi les projets sur les fonciers publics ou privés, en tout cas qui ne nous appartiennent pas à nous, métropole de Lyon. Il y a vraiment un enjeu de se mobiliser collectivement, les entreprises, les collectivités, les propriétaires peut-être individuels, s'ils peuvent avoir des centrales photovoltaïques. Ça peut être de grandes capacités, notamment pour les entreprises. On a des grandes capacités à Corba ou à Quincieux notamment. On aura une grande centrale photovoltaïque qui est en cours de finalisation au pied du Groupama Stadium. Donc voilà, ce genre de projet, on les encourage fortement et la métropole se veut facilitatrice pour accélérer les choses. Encourager aussi le développement de l'agrivoltaïsme. Il y a un enjeu à tester ce mode de production d'énergie renouvelable dans la mesure où l'exploitation agricole garde son premier rôle de produire de l'alimentation et que ça ne devienne pas un prétexte pour produire de l'énergie sur des terres agricoles. Et puis enfin, le développement de la filière solaire thermique aussi, puisque c'est une façon très simple de produire de l'énergie, c'est directement de laisser les rayons du soleil réchauffer de l'eau et ainsi produire de l'eau chaude pour les besoins sanitaires que l'on connaît tous. Donc voilà un peu les grands enjeux du plan métropole solaire, et pour ce faire, on a créé en mars dernier le club solaire qui vise à réunir des professionnels, des institutions qui vont pouvoir partager, créer du commun autour de ces enjeux et aussi se rassurer parfois sur l'enjeu du photovoltaïque qui a été un peu malmené ces 15 dernières années. Donc les évolutions envisagées par la modification du PLUH pour ce sujet, on a vraiment cet enjeu des toitures de la métropole de Lyon qui peuvent être mobilisées pour de la production d'énergie. Et il y a un arbitrage à faire, peut-être avec la végétalisation et ou la récupération des eaux pluviales. Sans doute peut-on faire ces trois fonctions sur l'ensemble des toits de la métropole, ou au moins 2 de ces fonctions. Ce sont des choses à arbitrer et qu'on doit discuter collectivement. Rendre obligatoire, peut-être sous certaines conditions, la pose de panneaux solaires en toiture pour les bâtiments résidentiels. Ce sera quelque chose de vraiment utile pour accélérer. On a toujours des logements qui se construisent et donc des toitures qui
qui se rendent disponibles, et autant le prévoir dès la construction, dès la programmation, ça réduit les coûts de l'installation. Et puis aussi sur les parkings, je vous en parlais, réaliser des ombrières photovoltaïques, où là on peut avoir un système vraiment intelligent de lien avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. On a visité lundi avec le président de la métropole une installation dans des garages, mais on peut avoir aussi ça sur des parkings, on parle déjà de véhicules to grid, de véhicules tout pour le réseau, ou pour justement pallier à l'intermittence des énergies renouvelables, les batteries des véhicules pourraient même réinjecter dans le réseau l'énergie qui aurait été stockée à des moments où on n'en avait pas besoin. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant et vers lequel on peut aller. J'ai beaucoup parlé de photovoltaïque et de solaire, et je vous le disais tout à l'heure, la chaleur est un des grands besoins en énergie sur notre territoire. Plus de 50% de nos besoins, c'est pour de la chaleur. Et sur notre territoire, on a la chance d'avoir plusieurs réseaux de chauffage urbain qui sont développés et que l'on va encourager encore. Et on devrait en développer au moins 2 autres d'ici la fin du mandat. Et comment on peut aussi, par le PLUH, massifier le développement de ces réseaux de chauffage urbain, massifier le raccordement, massifier dès qu'on a un changement de chaudière, dès qu'on a des travaux lourds, de fortement inciter au raccordement. Et cela, ça sera en écho au classement des réseaux de chauffage urbain, qui est une disposition légale que le gouvernement nous impose à réaliser durant cette année. Donc à partir du 1er juillet 2023, on aura une obligation pour les nouvelles constructions d'un certain besoin en énergie. L'idée, c'est aussi d'adapter les besoins et le raccordement aux besoins réels. Donc, une obligation de raccorder au réseau de chauffage urbain dans un périmètre autour des réseaux existants et des réseaux à créer. Et cela, on peut sans doute aussi le traduire dans le PLUH pour que l'information soit la plus fluide et la plus partagée possible. Donc, voilà un peu les grands enjeux en termes énergétiques que je vois. Et ce sera aussi d'autres sujets, mais quand on parle de massifier le recours aux énergies renouvelables, c'est vraiment réfléchir au-delà de ce que je vous ai proposé là, mais de réfléchir à comment notre territoire peut maximiser la production d'énergie verte, d'énergie renouvelable. Il y a sans doute des choses à inventer que nous, à la métropole de Lyon, on n'a peut-être pas encore pensé. Et c'est là où ces concertations et ces échanges, j'imagine, seront fertiles. Et cette concertation, durant ces plusieurs semaines, seront vraiment intéressantes à suivre. Je compte sur votre créativité pour proposer des choses auxquelles on n'aurait pas encore pensé. Merci pour ces éléments qui posent bien les enjeux, un peu où on en est, l'ambition qui est visée. Vous appeliez à la créativité des participants. Il y a un certain nombre de questions qui sont effectivement posées et qu'on va nous relayer. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à ne pas hésiter à aller poser leurs questions. Dessus, il y en a de plusieurs natures. En attendant peut-être que l'équipe finisse de les synthétiser, on en a, mais vous les voyez. Lisa arrive. On l'écoute. Oui, bonsoir. Sur le chat, nous sont posées des questions qu'on a pu regrouper sous la problématique de récupération des énergies fatales. Énergie récupérée par le monde économique, chaleur industrielle, data center, incinérateur. Il y avait plusieurs questions là-dessus. Et la deuxième, je vous pose la deuxième dans la foulée. Comment souhaite-t-on accompagner le développement des panneaux photovoltaïques, notamment sur les bâtiments publics ou parapublics? Il y avait aussi, par exemple, sur le Citral. Les dépôts de bus, etc. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, peut-être Philippe Guelpa-Bonaro sur la récupération d'énergie. Je crois que c'était ça la première question liée à des activités économiques, etc. Oui, j'en ai pas parlé, je m'en excuse parce que c'est un point important qu'on fait déjà en fait aussi. Vraiment, les services de la métropole sont excessivement mobilisés pour aller chercher tous ces gisements de récupération de chaleur fatale issus de process industriels. 2 exemples très simple. On a nos incinérateurs de déchets qui produisent nécessairement de la chaleur par la combustion de ces déchets. Et nos 2 réseaux de chauffage urbain sont connectés à ces incinérateurs de déchets pour alimenter en chaleur
chauffage et eau chaude sanitaire, les habitants de la métropole de Lyon, le réseau Centre Métropole qui couvre Lyon, Bron, Vénissieux, Villeurbanne, et le réseau Plateau Nord qui couvre les communes de Rieux-la-Pape, Caluire-et-Cuire, Sathonay-Camp et Fontaine-sur-Saône. Donc ça, c'est un exemple et qu'on veut effectivement renouveler le plus possible. Il y a des réflexions en cours pour les réseaux en cours de création ou de réflexion, aller chercher ces gisements qui sont intéressants. Et un autre exemple qui est aussi particulier, on a sur la Part-Dieu des parkings sous le centre commercial qui vont très profondément et qui vont même jusqu'à la nappe profonde qui est sous la rive gauche. Et de ces parkings, on doit pomper continuellement de l'eau, sinon il serait inondé. Et en fait, on va aller récupérer cette eau pour refroidir un système de rafraîchissement, donc tout le système de climatisation du quartier de la Part-Dieu, en tout cas d'une grande partie des bâtiments du quartier de la Part-Dieu, est refroidi avec le système est refroidi avec les eaux d'exor, les eaux de ces parkings qui sont pompées et qui sont ensuite rejetées dans la nappe qui est peu profonde, ce qui contribue aussi à rafraîchir la nappe peu profonde qui est sous la rive gauche, qui est malheureusement trop réchauffée par des systèmes de géothermie et de pompage un peu sauvages, pas tous déclarés. Et donc, il y a un enjeu là vertueux où on va à la fois rafraîchir des mètres carrés d'activité, notamment tertiaire, et on va aussi, par le même processus, viser à limiter le réchauffement de la nappe superficielle qui est sous Lyon. Et ça, en fait, c'est de l'énergie, c'est de la récupération d'énergie. On est en train il a été mis en place la même chose sur le secteur de Gerland, avec tous les bâtiments tertiaires qui sont sur Gerland, exactement de la même façon, avec la nappe d'accompagnement du Rhône qui sert à une énergie fatale, on va dire, qui est récupérée et qui permet de rafraîchir en été, notamment tout un tas de mètres carrés de bâtiments sur le 7e arrondissement. On est en train de réfléchir à d'autres systèmes du côté de Vénissieux, du côté de Villeurbanne, du côté aussi de Pierre-Bénite, de récupérer la chaleur pour nos réseaux de chauffage urbain. Et si effectivement ça peut être traduit dans le PLUH, c'est une bonne chose à imaginer. Et je crois pour compléter qu'il se fait également un certain nombre de choses par rapport au secteur industriel. Vous avez un petit peu parlé du tertiaire, de la récupération de chaleur liée aux déchets, mais il y avait une question sur alors la vallée de la chimie, il y a peut-être d'autres sites, mais a priori c'est aussi une piste qui est explorée. La vallée de la chimie, c'est une piste qui est explorée, mais qui pour le moment n'a pas donné de réelles opportunités économiques. Pour qu'il y ait ce genre de récupération, il faut aussi que les acteurs économiques du secteur soient intéressés par la solution et ils trouvent un intérêt économique. Pour le moment, on a du mal à convaincre, on a du mal à montrer aux acteurs industriels qu'il y a cet intérêt qui peut être aussi économique à long terme. Et donc, on continue ce travail sur la vallée de la chimie, mais pour le moment, on s'est retrouvé un petit peu dans une impasse, pour être tout à fait franc. Très bien. Il y avait une deuxième question, je crois, sur le développement des énergies renouvelables dans les bâtiments publics, et notamment on parlait des dépôts Citral, etc., mais il y en a certainement d'autres. Est-ce que ça, c'est une piste qui est effectivement travaillée ? C'est une piste qui est travaillée sur les toitures des bâtiments publics. C'est déjà possible. En fait, là, pour le coup, il n'y a pas forcément des choses à ajouter dans le PLUH. C'est fait au niveau du patrimoine de la métropole de Lyon, comme je vous en parlais, avec une chaufferie et une dizaine de collèges qui vont être équipés. Je sais que la ville de Lyon est sur la même dynamique, avec là aussi une grosse dizaine de toitures qui vont être solarisées. Les communes peuvent tout à fait solariser aussi leur patrimoine. Il y a un travail en cours du côté du CIGERI, donc le syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, qui regroupe les communes au niveau de leur patrimoine, qui vise à accompagner et à lancer un AMI prochainement pour solariser aussi les bâtiments communaux, s'ils veulent faire par le biais du CIGERI, mais les communes sont aussi libres de le faire par elles-mêmes. C'est intéressant en termes évidemment de production d'énergie renouvelable, c'est intéressant aussi économiquement, puisqu'il y a un petit loyer qui sort avec ces installations, si c'est un développeur photovoltaïque. Et puis, il y a un intérêt de contribuer, de faire sa part, de montrer l'exemple en tant qu'institution publique et collectivité dans le développement de cette énergie renouvelable qui est vraiment qui devient la moins chère de toutes à produire et
avec les tarifs d'achat, on a des installations qui sont rentables assez rapidement, à l'horizon de 8, 10, 12 ans. Et sur la durée de vie des panneaux solaires, qui sont désormais de 25 à 30 ans, on a quelque chose qui va rapporter de l'argent aux collectivités et donc qui pourront leur permettre aussi peut-être de réaliser de la réhabilitation thermique de leur patrimoine ou d'offrir tout simplement un service public de meilleure qualité à leurs administrés. Merci pour ces réponses. De nouvelles questions sont apparues dans le chat, Lisa? Oui, du coup, du côté de la régie, on voulait rassurer certains des participants qui nous posent des questions qui ont trait plutôt au bioclimatisme et du coup qu'on posera, qu'on garde sous le coude, qu'on n'oublie pas et qu'on posera plutôt dans la deuxième partie de ce webinaire. Mais néanmoins, il y a 2 questions qui ont été synthétisées en régie à partir de vos contributions. La première, c'est comment la métropole soutient le développement de la biomasse énergie. Et la seconde, c'est les bâtiments neufs. C'est très bien, mais quelles obligations pour les bâtiments existants, notamment en matière solaire? Merci. Philippe Guelpa-Bonaro, peut-être sur la biomasse, ouais. Oui, la biomasse, effectivement, c'est un sujet important. On vise pour la biomasse quand même à optimiser les choses, puisqu'on a la chance de vivre dans une région très forestière qui produit plus de bois qu'on en prélève actuellement. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à l'équilibre à ce niveau-là. Et donc, on va vraiment chercher l'efficacité énergétique maximale. Et dans ce cadre, on développe les réseaux de chauffage urbain pour centraliser, on va dire, la production de chaleur dans des grandes chaufferies qui sont, par exemple, dans le 7e arrondissement, à Vaux-en-Velin ou à Vénissieux, par exemple. Et de ces grandes chaufferies, on en sort une chaleur qu'on envoie dans les réseaux de chauffage urbain et qui vont alimenter actuellement près de 110 000 équivalents logements sur toute la métropole de Lyon. Donc ces réseaux de chauffage urbain, on va les développer puisqu'on vise d'ici horizon 2026-2028 le raccordement de 200 000 équivalents logements. Donc on va multiplier par 2 quasiment les raccordements en l'espace d'un mandat. Et donc on vise à maximiser ces systèmes. Pour les territoires qui ne peuvent pas bénéficier d'un réseau de chauffage urbain, parce qu'ils ne sont pas assez denses ou que techniquement ce serait trop compliqué ou trop cher, on a la prime éco-chaleur en partenariat avec l'ADEME qui soutient au niveau des études et au niveau des investissements des projets de développement de petits réseaux de chauffage urbain à l'échelle de copropriété, de chaufferie biomasse, donc bois énergie, mais aussi de systèmes de géothermie et de solaire thermique. Donc on revient là, encore une fois, dans les énergies renouvelables qui sont intéressantes. Donc la métropole soutient déjà ces systèmes. Et pour un dernier cas très particulier, qui sont les particuliers qui sont chauffés au bois bûche, on va dire, on a la primaire bois qui vise à soutenir le remplacement des vieilles cheminées ou des vieux poêles à bois qu'on peut encore trouver par des systèmes beaucoup plus performants, ce qui va permettre d'une part une meilleure efficacité énergétique, donc brûler moins de bois pour un même confort, ce qui va permettre aussi d'avoir des systèmes plus performants au niveau du confort thermique dans le logement, et ce qui permet aussi une meilleure qualité de l'air à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, puisque si vous n'avez pas échappé cet hiver encore, et puis cet été on en aura mais pour d'autres raisons, mais cet hiver on a eu des pics de pollution en particules fines qui étaient principalement dus à ces vieux poêles à bois, ces vieilles cheminées, ces vieux systèmes de chauffage au bois. Et donc on vise à éradiquer le plus possible ces vieux systèmes par la primaire bois, et donc l'utilisation du bois comme énergie renouvelable, beaucoup plus efficace par des systèmes plus performants. Et sur les bâtiments neufs, pour répondre à la deuxième question, justement, les bâtiments neufs, donc il y a ces obligations. Sur les équipements, sur les bâtiments anciens, il y a plusieurs cas particuliers. Déjà, un premier cas, c'est qu'on est sur un territoire qui est classé UNESCO, sur une partie de son territoire, où en tout cas, on a des sites protégés, des sites patrimoniaux. Et pour être tout à fait franc, les architectes des bâtiments de France, pour le moment, voient d'un mauvais œil les panneaux solaires, malheureusement. Donc, on travaille avec eux pour aussi expliquer qu'il y a sans doute des choses à composer pour qu'on ait du panneau photovoltaïque même sur des sites protégés. Et moi je montre souvent l'exemple de l'église de Los Angoël dans le nord Pas-de-Calais, qui est une église très
très belle, brique rouge, vraiment un patrimoine historique de ce territoire. Et une partie de la toiture a été transformée en panneaux solaires photovoltaïques. Et je trouve que c'est l'adéquation parfaite entre le patrimoine et la transition énergétique et écologique du XXIe siècle qui est nécessaire. Donc voilà, pour le moment, c'est un travail qui n'est pas évident à avancer, mais on va y arriver. Et il y a un autre enjeu sur l'existant, c'est que, par exemple, je voyais la question des entrepôts du Citral, mais je peux aussi penser à tous ces grands magasins qu'on a en périphérie, où le bâtiment, en fait, n'est pas capable de soutenir des installations photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques, c'est principalement du verre, c'est relativement lourd, et sur des systèmes, sur des bâtiments qui ont été pensés dans les années 80-90, pas spécialement pour soutenir une charge telle, on a beaucoup de bâtiments qui sont incompatibles avec du solaire photovoltaïque, malheureusement. Donc là, on fait un peu de la dentelle, on fait du cas par cas, et en tout cas, on va, par le club solaire, par le plan métropole solaire, inciter tous les bâtiments qui le peuvent, structurellement, à installer du photovoltaïque en toiture. C'est le rôle du club solaire et de la métropole de Lyon. Merci. Alors, Béatrice Vessillier, mais qui va peut-être poser la question elle-même, mais du coup se disait, voilà, une des questions qui peut être soulevée dans la concertation, c'est de savoir finalement, est-ce que l'idée de pousser l'ambition en rendant obligatoire cette installation de panneaux solaires sur les toitures de bâtiments résidentiels, c'est quelque chose qui est partagé ou quelque chose qui fait réagir finalement nos participants. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur le chat. Vous voulez compléter ? Oui, je veux compléter parce que plusieurs communes nous ont dit récemment avoir beaucoup de déclarations préalables justement pour installer des toitures photovoltaïques sur des bâtiments existants. Et finalement, on a regardé ça à l'échelle de la métropole et sur les 2 dernières années, ce sont plus de 3600 demandes d'installation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments existants qui ont été demandés, enfin qui ont été déposés, instruites et autorisées du coup. Donc on part pas tout à fait de rien, c'est bien, mais du coup effectivement la proposition qu'on soumet au débat, c'est est-ce que dans les nouvelles autorisations d'urbanisme, que ce soit des grosses réhabilitations ou des constructions neuves, est-ce que notre PLUH devrait aller jusqu'à imposer, alors dans certains périmètres et sous certaines conditions, mais imposer systématiquement la pose de panneaux solaires, que ce soit pour du solaire thermique ou du photovoltaïque. C'est ce qu'on porte avec mon collègue Philippe Guelpa-Bonaro, mais on aimerait bien vous entendre ou vous lire sur cette proposition. Le débat est lancé. On vous laisse donc réagir directement sur le chat. Je rappelle qu'il est possible de vous passer la parole si certains préfèrent s'exprimer directement à l'oral. Je crois qu'il y avait encore des questions. J'ai vu Lisa qui avait une liste à la main. Ou pas. En tout cas, ça réagit sur le chat, sur ces éléments. On s'adapte. On avait en fait une question, mais Philippe Guelpa-Bonaro y a répondu en partie. Je vous la pose quand même. Elle était assez précise parce que c'était les conditions dans lesquelles se font les raccordements des secteurs résidentiels à proximité des réseaux de chaleur. Alors, il y a eu une partie quand même de la réponse apportée, mais néanmoins, je vous la livre. Est-ce qu'on peut toujours faire profiter finalement les nouveaux quartiers résidentiels de ces réseaux de chaleur existants ou en développement, puisqu'on a compris que l'idée était bien de les développer pour certains? Oui, il y a un enjeu aussi pour ces raccordements au réseau de chauffage urbain, que ce soit déjà qu'on n'ait pas d'autres solutions plus vertueuses que le réseau de chauffage urbain, puisque les réseaux de chauffage urbain sont en moyenne à 65% d'énergie renouvelable de récupération. Si sur certains bâtiments, on peut avoir quelque chose à 100% et plus efficace énergétiquement, pourquoi s'obliger à faire du chauffage urbain? Et il y a un enjeu aussi à ce que le timing soit le bon au moment où on a, par exemple, un projet immobilier. Si le réseau de chauffage urbain arrive 2 ans après, ça peut être compliqué. Et puis après, il y a l'enjeu économique. Si les copropriétaires ou le promoteur doit payer des droits de raccordement qui sont complètement disproportionnés parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, sans doute il y a mieux à faire. Mais ça, justement, la délibération qui va arriver fin juin au Conseil de la Métropole
et qui sera applicable à partir du 1er juillet 2023, donnera toutes les conditions pour lesquelles il sera obligatoire de se raccorder au réseau de chauffage urbain, donc en tout cas une cartographie de ces zones de raccordement obligatoire, et en même temps les dérogations possibles si c'est trop compliqué pour différentes raisons de se raccorder. En tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que nos délégataires ont eu un peu de mal ces derniers temps à raccorder, à répondre à toutes les demandes de raccordement, puisqu'ils n'avaient pas forcément la capacité à répondre à chaque fois, ou simplement les droits de raccordement étaient trop importants pour une puissance souscrite qui n'était pas forcément énorme. Donc c'est des sujets avec lesquels les services de la métropole sont très engagés. L'agence locale aussi de l'énergie et du climat est très au fait de ces sujets, et vous pouvez la contacter en cas de question. Et les délégataires des réseaux de chauffage urbain sont aussi là pour répondre à vos questions sur ces sujets. Merci. Alors, je vois, Béatrice Vessillier, à votre question, en tout cas, l'obligation ne génère pas une levée de bouclier, semble-t-il. Néanmoins, voilà, un participant dit peut-être pas une obligation, mais une incitation forte, ce qui peut être une autre manière de voir ça. On avait reformulé la question en régie et incitation forte. Quel type d'incitation sont possibles par rapport à la question de Béatrice Vessillier sur faut-il obliger les particuliers à installer des panneaux sur les toitures privées. Donc non, ce serait une incitation. Lesquelles en fait? Quel type d'incitation? Alors on sort peut-être des leviers PLH, mais est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des possibilités d'inciter finalement à l'installation de panneaux solaires? En fait, ce que disait Béatrice Vessillier est très intéressant. C'est plus de 3000 demandes, je crois, l'année dernière. En fait, les tarifs d'achat et la revente d'électricité photovoltaïque est déjà très intéressante. En fait, les pouvoirs publics n'ont entre guillemets pas besoin financièrement de soutenir ces systèmes pour qu'ils soient implantés. Par contre, il y a un besoin de rassurer, de faciliter le travail, et aussi on s'éloigne un peu, mais d'avoir assez de personnel qualifié dans les entreprises, dans les développeurs de photovoltaïque pour installer correctement ces installations, et aussi faire beaucoup de pédagogie pour rassurer les propriétaires, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises. Donc il y a plutôt besoin de créer une culture commune que financièrement de soutenir, puisque c'est déjà très intéressant financièrement. C'est en fait 2 fois plus intéressant que de placer son argent dans un livret A, de le placer dans une installation de photovoltaïque, que ce soit à l'échelle individuelle ou du financement participatif citoyen dans des toitures, dans des toitures photovoltaïques, des toitures publiques par exemple. Encore une fois, je vous invite à taper sur votre moteur de recherche favori, Nous l'énergie métropole de Lyon, pour co-investir dans des centrales photovoltaïques en toiture d'équipements publics, ou aussi de résidences privées si jamais elles souhaitent mettre à disposition leur toiture. Merci pour ces réponses. Donc on l'a compris, il y a déjà incitatif, mais peut-être à faciliter encore un peu les choses. Le temps avance, et beaucoup de questions du chat ont trouvé aussi des réponses directes avec l'équipe de modération. Peut-être Philippe Guelpa-Bonaro, un dernier mot avant de se quitter sur ce que vous, ou en tout cas de changer de sujet, sur ce que vous retenez de ces échanges et sur votre thématique. Je vois que le sujet intéresse. Je vois que la récupération de chaleur est un sujet. Je vois encore les data centers qui peuvent être intéressants de récupérer la chaleur. Là encore, il faut que économiquement le propriétaire du data center ait un intérêt à le faire, et c'est pas toujours évident. C'est pas forcément de la chaleur aussi qui a un bon niveau. Donc il y a tout un tas de contraintes techniques qui peuvent parfois bloquer des sujets, des projets, un peu de façon dommage, mais il y a un principe de réalité parfois qu'il faut rappeler. Mais encore une fois, ce soir, je pense qu'il faut ouvrir les perspectives, ouvrir les idées, ne pas se brider. Et moi, je porte un peu la conviction qu'il faut oser aller sur des choses qui n'existent pas encore. On a sur Moulins un projet de réseau de chauffage et de froid en se branchant sur le collecteur des eaux usées, qui est vraiment intéressant et qui serait une première en France à cette échelle-là. Je porte aussi auprès de mes collègues le fait de peut-être solariser des voies de circulation automobile
ou des voies cyclables. Toute surface déjà artificialisée, c'est une surface qu'on pourrait en fait solariser, à voir comment tout cela peut s'inscrire réglementairement. Mais en tout cas, si on peut faire de cette concertation sur le PLUH un grand moment de créativité et de proposition d'idées qui peuvent parfois paraître farfelues, mais en fait c'est aussi avec des idées farfelues, une dizaine d'idées farfelues, qu'il y en a une ou deux qui sont géniales et qui peuvent être mises en place. Donc lâchez-vous sur ces sujets de l'énergie renouvelable, ce ne sera jamais perdu. Eh bien, merci pour cet appel à la créativité, à l'innovation, voilà, qui a été bien entendu. On peut peut-être d'ailleurs continuer là-dessus avec le deuxième sujet. Là, je me tourne plus vers Béatrice Vessillier sur la question du renforcer le bioclimatisme de l'aménagement, c'est-à-dire l'adaptation finalement de la manière de construire, d'aménager pour intégrer ces éléments-là. Et là, on parle d'innovation, mais on parle aussi peut-être de redécouvrir des principes de bon sens. Oui, alors avant de parler de bioclimatisme, il y a eu plusieurs questions sur des coupes d'arbres dans des espaces boisés classés. Donc je réponds de manière très globale et pas précisément à chacun des participants. Les autorisations d'abattre des arbres dans des espaces boisés ou de refuser, ça relève des communes. Donc on ne va pas pouvoir vous répondre précisément ce soir, on va le vérifier. Et puis on apportera des réponses lors du 3e webinaire qui sera consacré plus spécifiquement au végétal et à la nature. Alors, pour revenir sur le sujet du bioclimatisme et de la qualité environnementale des constructions, finalement, qui vont permettre de répondre à cet objectif de la décarbonation, on vous propose une diapo d'abord qui donne à voir comment nous émettons trop de gaz à effet de serre chaque année. Nous sommes environ, au niveau français, à presque 10 tonnes de gaz à effet de serre par an et par personne. Et vous avez sur cette diapo la décomposition par grand poste pour comprendre justement comment on est tous beaucoup trop émetteurs. Je vous rappelle que nos engagements internationaux, c'est d'arriver à 2 tonnes alors qu'on est quasi à 10. Le premier poste, c'est les déplacements, avec la part de la voiture largement majoritaire, un peu l'avion. Deuxième poste, c'est notre alimentation, avec une part importante pour l'alimentation carnée, parce que produire de la viande, c'est effectivement beaucoup d'énergie consommée. Le troisième poste, c'est sur le logement et le chauffage. On vient largement d'en parler dans le sujet précédent. Troisièmement, c'est la construction de l'habitat. Quatrième poste, pardon. Et le dernier poste, c'est la dépense publique qui aménage le territoire pour faire en sorte qu'on arrive tous à avoir des équipements et des services publics, que ce soit des équipements de sport, des équipements culturels, des infrastructures, des équipements d'enseignement scolaire, des administrations en tout genre. Voilà. Donc, le PLU, il agit sur quoi pour décarboner notre territoire et faire en sorte qu'on vive dans une ville et un territoire qui soit moins émetteur de gaz à effet de serre. Eh bien, le PLU, il agit évidemment sur les postes déplacement et construction. Et du coup, quand on disait tout à l'heure que dans la décarbonation de l'aménagement, il y avait un enjeu à travailler aussi sur les mobilités, on vous a remis là la carte qu'on a montrée l'autre jour, des projets de lignes de transport en commun, de lignes fortes de transport en commun qu'on va réaliser dans le mandat et pour lesquels on réfléchit à renforcer notamment l'offre de logement autour de ces axes de transport en commun pour faire en sorte qu'on se déplace de manière privilégiée. Quand on habite à côté d'une ligne forte de transport en commun, on sera plus enclin à l'utiliser, même si évidemment, vous allez me dire, ça dépend de où sont les destinations, mais n'empêche qu'on sait bien que quand on a l'offre à proximité, ça invite à l'utilisation. De même que les réseaux cyclables, quand on fait un réseau d'aménagement cyclable important et qu'on maille bien partout ce réseau cyclable, on aura une
plus de déplacements décarbonés avec qui les transports en commun, qui le vélo, qui la marche à pied quand on fait la ville en proximité et qu'on construit, et ça c'est un problème de PLUH, des services, des équipements, des commerces en proximité, on sera plus enclin à être dans ce qu'on appelle la ville du quart d'heure et d'avoir des déplacements moins longs et donc forcément moins émetteurs de gaz à effet de serre. La question du logement aussi, hein, on va y venir. La manière dont on construit, évidemment, a une incidence sur la consommation d'énergie. C'est ce que Philippe Guelpa-Bonaro expliquait en tout début de son propos. Être un territoire décarboné, c'est effectivement être dans la sobriété énergétique, dans la performance de l'énergie. Et donc, ça suppose d'avoir une conception des bâtiments neufs qui soit plus sobre, plus adapté, plus compact et qui permettent justement de moins consommer d'énergie. Donc concrètement, une diapo qui explique ce que c'est que la conception bioclimatique, qui vise à capter la chaleur du soleil en hiver et l'utiliser pour se chauffer, donc d'être dans cette chaleur passive proposée par l'ensoleillement en hiver, de la conserver et de la diffuser. Et en été, et compte tenu du réchauffement climatique et des réels enjeux d'adaptation et d'adaptation aux canicules qui vont être de plus en plus non seulement fréquentes, mais de plus en plus fortes en été, il faut vraiment en été se protéger du soleil et rafraîchir en été sans pour autant consommer de l'énergie avec de la climatisation, énergie qu'on aura économisée parce qu'en hiver, on aura eu des logements moins chauffés. Donc, c'est ça la conception bioclimatique. Donc, en pratique, ça veut dire être vigilant sur l'implantation des bâtiments par rapport à l'ensoleillement, donc l'orientation, par rapport à la topographie. Ça veut dire une certaine compacité et donc un travail d'architecte sur la volumétrie et la compacité du bâtiment pour éviter ces déperditions. Ça veut dire des espaces intérieurs qui soient optimisés par rapport à l'ensoleillement et en étant évidemment vivables. La qualité de vie, la qualité d'habiter, le confort de vie est évidemment important. Donc, à prendre en compte dans la conception. Les solutions passives de ventilation naturelle plutôt que justement de la climatisation, ça c'est important pour avoir des systèmes de ventilation qui ne soient pas consommateurs d'énergie. Et pour le confort d'été, ce qui est très important, c'est les protections solaires extérieures pour justement avoir des brises soleil ou des dispositifs qui font qu'on profite du soleil en hiver, mais on s'en protège en été. La végétation est aussi un enjeu très important de régulation thermique. Donc, ombrager les bâtiments en été et grâce à la canopée, grâce au feuillage, les toitures végétalisées, les façades végétalisées. Alors sur les toitures, on l'a vu tout à l'heure, on veut aussi des toitures solaires, donc toiture solaire versus toiture végétalisée, un peu les deux, à voir selon les orientations, parce que selon les orientations et les bâtiments, ce qui est le plus approprié, mais en tout cas, utiliser les toitures pour l'un ou l'autre des enjeux, c'est très important. Alors on montre quelques exemples de grandes baies vitrées pour profiter d'une énergie naturelle et en même temps d'un éclairement naturel qui est profitable à la qualité d'habiter. Et puis, vous avez, pour le confort d'été, à droite, des images et des schémas de qu'est-ce que c'est des protections solaires pour faire en sorte que ce dont on a profité en hiver, ça ne devienne pas un obstacle au confort en été. La décarbonation de l'urbanisme, c'est aussi des matériaux qui soient moins émetteurs de carbone et donc des matériaux plus respectueux de l'environnement. Donc, ce sont les matériaux biosourcés ou géosourcés. Les matériaux biosourcés, c'est le bois, le chanvre, ces matériaux-là. Les géosourcés, c'est le pisé. Vous avez des images et on sait qu'on est dans une région où on a beaucoup construit en pisé, historiquement, beaucoup moins au cours des dernières décennies. Mais le pisé, la terre crue, a des qualités, justement,
d'ajustement thermique et d'inertie très intéressantes qu'il faut retrouver. Le bois pour l'isolation ou pour l'ossature bois, c'est aussi, même si ça a moins d'inertie, ça a des qualités, ça a aussi des qualités, et notamment une faible empreinte carbone, puisque l'arbre, pour pousser, il va absorber du carbone, et évidemment, il n'en émettra pas dans sa mise en œuvre pour la construction. Autre sujet dans les matériaux plus respectueux de l'environnement, c'est les matériaux recyclés ou les matériaux de réemploi. D'une part, ça participe à une économie circulaire, de réutiliser des matériaux déconstruits pour leur donner une seconde vie dans de nouvelles constructions. C'est intéressant. Donc, on a des dispositions dans nos opérations publiques d'aménagement où on incite à une part de matériaux biosourcés ou de matériaux de réemploi de matériaux recyclés. Mais là, le sujet, c'est dans le PLUH, dans toutes les opérations diffuses, est-ce qu'on est très volontariste pour inciter à l'utilisation de ces matériaux qui sont plus intéressants en termes d'impact carbone. Alors oui, on donne quelques exemples de ce que c'est que les matériaux de réemploi. Ça peut être dans la structure du bâtiment, mais aussi dans les menuiseries ou dans les menuiseries intérieures, extérieures, dans des faux plafonds qu'on peut réutiliser. Il y a toute une filière économique en plus très intéressante à mettre en œuvre localement qui commence à s'amorcer, mais on peut évidemment être beaucoup plus volontariste pour réutiliser ces matériaux. Et pour cela, il faut bien les déconstruire. Donc, quand on est dans des opérations de démolition, c'est plus au bulldozer, mais c'est de la déconstruction fine qui permet de réutiliser après ces matériaux de seconde main. Donc, sur ce qu'on pourrait proposer dans le PLUH pour favoriser les constructions bioclimatiques et les matériaux plus performants, eh bien, quelques pistes. Donc, imposer les protections contre le rayonnement solaire sur les façades, notamment les façades qui sont au sud et à l'ouest, dans les constructions nouvelles ou même dans les projets de réhabilitation, quand ça nécessite des autorisations d'urbanisme. Favoriser la pose d'ombrières brise-soleil en façade des bâtiments existants. Voilà, c'est le principe pour les bâtiments existants, pardon. Aller jusqu'à interdire des logements qui ne présenteraient qu'une seule orientation au nord, parce que dans ce cas-là, au nord, on n'aurait pas cet ensoleillement naturel, mais vous allez me dire, en été, peut-être que pour des petits logements, l'orientation nord peut être intéressante, donc bon, on le pose. Renforcer le recours à des matériaux performants, là aussi dans l'incitation à travers les règles du PLUH. Adapter les règles d'implantation, c'est ces questions d'orientation par rapport au terrain naturel pour faire en sorte qu'on aurait des constructions qui soient plus bioclimatiques que posées un peu... j'allais dire au hasard, même si c'est jamais tout à fait au hasard, mais en tout cas être plus volontariste sur ces règles d'implantation par rapport au bioclimatisme. Et puis, dernière proposition qui est encore différente de ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est la hauteur sous plafond des rez-de-chaussée. Vous savez qu'aujourd'hui, les règles de la construction, c'est d'avoir au moins 2,50 m sous plafond. Enfin, eh bien, on sait que si on monte jusqu'à 2,70 m, 2,80 m, on a d'une part, dans les rez-de-chaussée, plus de lumière naturelle qui pénètre et on a aussi un confort d'habiter plus important parce qu'on a une meilleure ventilation et du coup, ça participe à ce confort d'usage, notamment en été. Mais forcément, si on a des hauteurs plus importantes, c'est des coûts de construction un peu plus élevés puisqu'il faut mettre plus de matière. Mais inversement, on gagne en qualité d'habiter et en ventilation naturelle. Donc, on est dans un gagnant-gagnant. Voilà ce qu'on peut proposer comme piste pour introduire ce débat que nous vous proposons maintenant sur le bioclimatisme. Et on écoute du coup les questions qui remontent du chat. Alors oui, il y avait des questions sur la climatisation, mais on a bien entendu ce que nous a dit Béatrice Vessillier et on espère que du coup les questions sur les solutions pour rafraîchir sans multiplier les systèmes de climatisation ont trouvé réponse. On a une autre question
à partir en fait de cette question du chat sur les toits peints en blanc et le positionnement des bâtiments de France par rapport à cela. Plus largement, en fait, la question, ce serait comment concilier la préservation du patrimoine bâti et l'enjeu de développement des énergies renouvelables en secteur bâtiment de France et plus largement, en fait. Pour l'instant, je vais rester juste sur celle-ci parce que je pense que du coup, elle est un petit peu large. Alors, ce sont des questions évidemment complexe, de concilier protection du patrimoine et transition énergétique nécessaire et adaptation au réchauffement climatique. Alors, Philippe Guelpa-Bonaro l'a un peu évoqué dans la première partie du débat. D'ailleurs, je précise qu'il nous a quittés. C'est pour ça que c'est moi qui ai pris le relais sur ces sujets-là. Il avait une contrainte, excusez-le. Du coup, on y travaille bien évidemment avec l'architecte des bâtiments de France et on est en réunion régulière. Effectivement, on a un peu un challenge. On sait bien, par exemple, qu'on n'isolera jamais par l'extérieur des bâtiments patrimoniaux Renaissance ou Canu. En tout cas, on ne mettra pas du polystyrène de 15 cm sur ces façades-là. Pour autant, en effet, on a un sujet à rendre ces bâtiments plus confortables en été, d'autant que pour certains immeubles anciens, ils avaient des qualités intrinsèques et naturelles, de ventilation naturelle, justement, qu'il faut peut-être retrouver parce qu'il y a eu des fermetures de ventilation naturelle qu'il faut retrouver. Donc, il faut être imaginatif et avoir et regarder un peu au cas par cas ce qui peut être fait. Mais voilà, je ne peux pas répondre à toutes ces questions-là précisément. C'est un travail qui est sur le métier, je dirais. Par exemple, juste puisqu'on connaît les fameux canus, les jalousies, les fameuses jalousies sont des systèmes, sont une réponse sur notamment le traitement de la chaleur en été. Enfin, on pense surtout à ce que ça donne en hiver, mais en été, c'est effectivement très efficace parce que c'est par l'extérieur avec un système qui était assez naturel à l'époque. Et on a encore des difficultés à les faire poser dans tous les canus. Elles ont plutôt disparu. On a de nouveau des sociétés qui les produisent, mais on n'en a pas revu partout encore. Peut-être pour compléter sur cette thématique, il y a eu une autre question qui arrive entre-temps sur la dimension territoriale aussi et dans la conciliation qualité environnementale et qualité architecturale. Est-ce qu'il faut différencier finalement des règles un peu différentes selon les territoires en fonction des types d'habitats plus ou moins collectifs, plus ou moins individuels, pavillonnaires qu'on peut trouver sur les différents territoires de la métropole ? Je crois qu'effectivement, on a le souci, quand on modifie ou on modifie les règles du PLUH, de concilier plusieurs enjeux. Et la question de l'identité des bourgs anciens, des éléments patrimoniaux, on en a un certain nombre, ou des périmètres d'intérêt patrimonial, on en a un certain nombre dans notre territoire, dans notre métropole, dans les différentes communes. Donc, il faut définir des règles qui, à la fois, répondent à ces nouveaux enjeux qui sont évidemment devant nous et pour lesquels il faut apporter des réponses. L'adaptation au réchauffement climatique, c'est un sujet qu'il faut traiter sans pour autant porter atteinte au patrimoine. On a des discussions en ce moment, par exemple, sur les petites cités-tases à Vaux-en-Velin, qui sont un patrimoine... alors, ce n'est pas le périmètre UNESCO de Lyon, mais c'est un patrimoine ordinaire qui a un cachet et une valeur. Eh bien, en effet, on est en train de travailler avec la ville et avec l'ABF sur quelles règles on peut définir dans notre PLU pour faire en sorte que les gens puissent faire des travaux tout en préservant cet intérêt patrimonial. Donc, il y a bien évidemment des différenciations à faire selon l'identité de tel ou tel secteur. De nouvelles questions, oui. Une nouvelle question pour favoriser, enfin on a synthétisé encore une fois, il y a des questions qui sont un petit peu connexes. Pour favoriser le bioclimatisme dans les nouvelles constructions, peut-on et comment contraindre les promoteurs ?
C'est là que le PLUH... Eh bien, oui, si effectivement on est d'accord sur ces incitations, nous allons voir avec notre direction de la planification comment on va traduire ça dans le PLUH, parce que effectivement il y a des règles de prospect, il y a un certain nombre de règles qu'il faut aussi respecter. Donc là, on n'en est pas au stade de comment on va rédiger la règle. Ça sera proposé dans l'enquête publique l'année prochaine, mais mettons-nous d'accord sur le fait que effectivement ces orientations-là, elles sont partagées et elles sont intéressantes. Mais plus précisément, je pense qu'il faut qu'on y travaille. Je vois quand même plusieurs questions, si vous me permettez, j'ai envie d'y répondre directement, sur faut-il construire dans des secteurs pas très bien desservis par les transports en commun. Il y avait au début de la réunion une question sur 150 logements à Lisieux, est-ce que c'est de la décarbonation? Je veux bien répondre à ces questions, si vous permettez, parce qu'effectivement, c'est un sujet intéressant. Quand on dit qu'il faut décarboner l'aménagement, effectivement, si on construit plus rien nulle part, on aura un impact carbone nul, mais on ne répondra pas aux besoins de logement, aux besoins d'équipements publics, aux besoins de locaux d'activité, aux besoins d'équipements scolaires, etc. Donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça. On est bien dans l'idée qu'il faut répondre à un certain nombre de demandes, et la demande de logement est prégnante, mais il faut le faire de manière la plus astucieuse possible au regard de ces enjeux très importants que sont les gaz à effet de serre et le changement climatique. Donc, construire des logements à Lisieux ou construire des logements dans les Monts d'Or, à Cailloux-sur-Fontaine, bien évidemment, on n'est pas forcément près d'une ligne de tramway ou près d'une gare, encore qu'à Lisieux, il y a une gare. Donc, pour autant, ces communes-là, c'est aussi intéressant qu'elles prennent leur part à la réponse aux besoins en logement. Donc, il faut le faire en prenant en compte les enjeux que je dis et organiser les mobilités. Donc, je vous dis, à Lisieux, on peut aller à la gare et on peut y aller à pied, à vélo, voire en voiture si on est un peu plus loin en organisant le rabattement sur la gare. Quand on est à Cailloux-sur-Fontaine ou dans les Monts d'Or, là aussi, selon qu'on est plus ou moins proche d'une gare ou de la future ligne du Sathonay-Trévoux qui sera en bus dans quelques années, il faut organiser le rabattement sur ces lignes fortes par des lignes de bus ou à pied ou à vélo ou en covoiturage. Mais il faut penser cette organisation des mobilités tout mode, quoi. Voilà. Merci. Encore une question ? Oui, dans le chat, le débat s'élargit aussi hors bâtimentaire, si je puis dire. Et on a une question qui est comment on agit pour la décarbonation dans les espaces publics. Alors, on mord un petit peu sur le 3e webinaire. Mais voilà, comment agir pour la décarbonation dans les espaces publics pour éviter de nouveaux îlots de chaleur. Donc la question des îlots de chaleur, effectivement, est ce que les espaces publics et leur aménagement peuvent apporter. Oui. Alors, le PLUH ne dit pas ce qu'on fait dans les espaces publics. Le PLUH, il définit les règles d'urbanisme dans les opérations, dans les constructions. Mais pour autant, évidemment, que ces enjeux de décarbonation de l'aménagement et de végétalisation, ils sont très forts quand on aménage l'espace public. Là aussi, dans ces aménagements d'espace public, que ce soit de places, de rues, on se soucie de matériaux réemployés, des pavés de réemploi. Typiquement, dans le quartier des gratte-ciel à Villeurbanne, on utilise des pavés qui étaient rue de la République, donc matériaux de réemploi, c'est bien. Et puis, on végétalise. On a des objectifs de végétalisation très importantes de l'espace public, de désimperméabilisation pour réinfiltrer les eaux de pluie dans les nappes phréatiques, avec des strates de végétation diverses et variées. Ça contribue à la biodiversité, ça contribue au confort d'été, ça contribue au paysage et ça a beaucoup d'avantages. Merci.
on voit qu'il y a pas mal de réactions finalement sur les questions d'aménagement, mais vous avez même ouvert le débat sur l'équilibre territorial, voilà, et la question des mobilités, qui sont effectivement des sujets importants. Tout à l'heure, beaucoup plus haut dans la conversation, pour revenir sur le bioclimatisme, il y avait une autre piste qu'on n'a pas évoquée, qui était la mutualisation d'équipements, parlant de buanderies communes, etc., dans la conception. Je ne sais pas si le PLUH peut pousser ça ou si c'est de l'initiative des concepteurs des logements, mais voilà, parce que c'est une piste. Alors, on peut tout à fait l'inciter, effectivement, d'avoir des laveries communes pour éviter que chacun ait son lave-linge, d'avoir des espaces communs dans les opérations. On le fait dans nos AC, dans nos opérations publiques. On a souvent des bâtiments qui proposent ce type d'espace. Là, la question que vous posez, c'est est-ce qu'il faut le généraliser justement dans les opérations en diffus? Alors, je pense que le PLH, il peut être tout à fait incitatif, là encore, peut-être pas obligé, mais incitatif à des espaces communs qui permettent de mutualiser des équipements ménagers, électroménagers individuels, d'avoir des ateliers de réparation aussi, parce que dans la décarbonation, il faut penser réemploi, réparation plutôt que déchets, objets neufs, etc. Donc, ces pistes-là, elles sont tout à fait, effectivement, intéressantes. On n'y avait pas pensé, mais merci de la suggestion. Dans la poursuite de ça, c'est revenu plusieurs fois dans d'autres réunions, le côté modulaire des bâtiments, le fait qu'ils peuvent changer de fonction dans leur vie, et du coup passer de logement à bureau, bureau à logement, des choses comme ça qui permettent une durée de vie plus longue ou des réhabilitations moins difficiles, notamment dans le futur, ce qui est aussi moins coûteux en gaz à effet de serre, potentiellement. Est-ce que ça, c'est des règles qui peuvent s'inscrire aussi dans le PLU ou pas, enfin voilà, en question complémentaire, je me permets en même temps. Voilà. Eh bien oui, c'est ce qu'on appelle la réversibilité des bâtiments, effectivement, des bureaux qui dans quelques années peuvent devenir des logements. Du coup, il y a des questions de hauteur sous plafond aussi à anticiper. On se dit même ça pour éventuellement des parkings, des rez-de-chaussée de parking qui peuvent devenir à terme, ou des premiers sous-sols qui peuvent devenir autre chose. Donc peut-être, là, on en discutera avec nos services juridiques, mais c'est effectivement des idées intéressantes de voir comment ça peut se traduire, d'inciter à la réversibilité des bâtiments dans la durée, parce qu'effectivement, c'est plus efficace que de démolir et reconstruire dans 30 ou 40 ans si on anticiper les transformations. Très bien. On voit que des premières pistes complémentaires apparaissent de ces échanges. Les pavés sont des capteurs de chaleur. Là, excusez-moi, je lis en direct. Oui, après, il y a quand même dans certains secteurs où il faut mettre des revêtements minéraux, hélas. Ça n'empêche pas de réfléchir à la végétalisation ou à la réinfiltration des eaux de pluie dans les aménagements d'espaces publics. C'est même tout à fait notre objectif, de faire en sorte que les eaux pluviales soient réinfiltrées, arrosent la végétation et participent à la fraîcheur, même si on a un revêtement minéral, que ce soit du pavé ou de l'enrobé ou du béton désactivé, parce qu'il y a des espaces il y a beaucoup d'espaces qui sont des espaces de circulation où il faut permettre la circulation des piétons ou des vélos. Alors, excusez-moi si j'ai dit qu'il y avait une gare à Lisieux et qu'il n'y en a pas, j'ai confondu avec Quincieux, pardon. Désolée, sur le nord de la métropole, mais en revanche, le raisonnement est le même. On a des gares à proximité dans le Val-de-Saône à Lisieux, et on peut tout à fait avoir du développement qualitatif de logements à Lisieux parce qu'il y a des besoins, et organiser le rabattement sur la gare la plus proche, même si elle n'est pas à Lisieux. Ah bah si, quelqu'un dit c'est Dommartin-Lisieux. Bah écoutez, je ne sais plus. Voilà. Excusez-moi. On va vous laisser débattre sur le chat sur la localisation précise de la gare. On me fait signe que la plupart des questions ont trouvé une réponse et ont été traitées. Est-ce que, Béatrice Vessillier, il y avait un mot sur lequel, un mot de la fin, quelque chose sur lequel vous vouliez revenir? Je ne sais pas, on n'a plus de... Non, il n'y a pas de questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Là, je n'ai pas pu tout lire. Eh bien, écoutez, on
on s'en tient là. Merci de vos contributions diverses. Je vois que la question du logement à Lisieux suscite beaucoup de questions. Je redis quand même qu'on est dans un territoire où on a de la demande de logement, effectivement, et que c'est normal pour un développement et une métropole équilibrée que dans chaque commune, on réponde à ses besoins de logement avec une part de logement abordable. On en a beaucoup discuté il y a quelques jours. Du logement social locatif, du logement en bail réel solidaire, mais que la manière dont on implante les bâtiments de manière bioclimatique, notamment avec lesquels on pense sobriété énergétique, énergie renouvelable, et on pense organisation des déplacements, font que c'est tous ces critères-là qui vont contribuer à avoir une métropole où on émet moins de gaz à effet de serre, où on décarbone la manière dont on fabrique notre territoire. Voilà ce que je peux dire, et peut-être que ma collègue Laurence dit quelques mots sur la poursuite de la concertation. Oui, merci Béatrice. Alors je vous le redis, c'est jusqu'au 4 juin. Vous avez tout sur la plateforme. Le prochain webinaire, c'est le 11 mai et on abordera les sujets plutôt végétalisation, sauvegarde de des ressources, agriculture, alimentation, des éléments comme ça, et comment est-ce qu'on traduit cela dans le PLU. Et j'en profite pour faire encore une autre petite pub que vous pouvez retrouver soit sur la plateforme, soit sur le site de la métropole. C'est l'Assemblée citoyenne du Conseil de développement le 13 mai sur les mobilités. Et comme il y a eu quelques éléments dans le chat, tous ces sujets seront débattus et organisés par les membres du Conseil de développement, donc pas seulement par des élus. Voilà, donc le 13 mai, et c'est à la salle Jean Couty dans le 9e. Donc 11 mai, 13 mai, vous avez un agenda blindé pour le mois de mai. Très bien. Eh bien, on vous remercie tous pour cette participation et ces échanges. Et on vous donne rendez-vous au 11 mai à 18h30 et à l'Assemblée citoyenne le 13 mai. Merci beaucoup.